Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça nous fait bien plaisir de vous accueillir à cette activité du Centre R, alors le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté de l'UQAM, dont j'ai l'honneur d'être la directrice. Alors, on s'excuse pour ces pépins techniques. On ne les a pas résolus à cœur, mais on a trouvé un scénario alternatif qu'on pense que peut fonctionner. Alors, on va aller de l'avant. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir des invités avec nous, en fait, qui vont nous accompagner pour cette dernière activité, avant-dernière activité du centraire, avant d'éclore l'année, puis en fait, de se souhaiter plein de belles choses pour l'année prochaine. Alors, c'est une table ronde avec des invités bien spéciaux, alors qui portent sur les liens entre entre agroécologie et éducation relative à l'environnement, disons-les comme ça. Alors, un travail sur lequel, qui est notre invité principal, Kylian Marc Bisquer Pérez de la Université de Santiago de Compostela, développe et sur lequel il travaille depuis un bon moment déjà, parce qu'il se retrouve maintenant à faire un post-doctorat. Donc, il a travaillé à sa maîtrise et à son doctorat sur ce sujet-là. Donc, c'est un des experts et ça nous fait plaisir de pouvoir l'accueillir avec nous. Et peut-être dire aussi que Marc et, et, Kylian est avec nous à un stage de recherche à notre centre de recherche depuis déjà 2 ans. C'est son deuxième séjour auprès de nous. Puis, alors, nous avons eu l'occasion de pouvoir échanger, discuter, connaître sa pensée, son travail avec grand plaisir. Alors, c'est ça. Kylian est chercheur du groupe de recherche sur la pédagogie sociale en éducation relative à l'environnement à l'Université de Santiago de Compostelle en Galice. Alors, il est stagiaire, comme je le disais, pendant ces dernières 2 années avec nous. Et ces travaux portent plus spécifiquement sur la dimension socio-éducative de l'agroécologie. Et donc, ces liens spécifiques avec l'éducation relative à l'environnement, l'éco-citoyenneté et les transitions éco-sociales. Donc, Kylian, il va nous parler en fait de sa recherche qui est menée au Québec et qui est la suite de son travail doctoral qu'il avait réalisé à Galice. Et donc, il s'est intéressé, il va nous en parler davantage, mais il s'est intéressé aux pratiques socio-éducatives des initiatives collectives liées à l'agroécologie ici. Alors, il va partager ses réflexions ainsi que sur les contributions que ce type de pratiques peuvent apporter à la construction de cette dimension, au déploiement optimal de la dimension socio-éducative en agroécologie. Et puis, bien sûr, un lien avec la question agroalimentaire, avec une approche éco-citoyenne de l'éducation relative à l'environnement. Mais nous avons aussi deux autres invités. Nous avons bien plaisir de les accueillir. Donc, Sylvie Lapointe, qui est cinéaste et candidate à la maîtrise en anthropologie à l'Université de Montréal. Alors, Sylvie Lapointe, elle est formée en psychologie et cinéma et pratique ses métiers de cinéaste depuis fort longtemps, déjà 1995, en collaborant avec cinquantaine de projets auprès d'autres cinéastes à titre de recherchiste et directrice de production, notamment au récent documentaire Humus, qui est paru en 2022. Alors, elle entreprend une maîtrise en anthropologie à l'Université de Montréal en 2021 et elle explore les approches de la décolonisation et de l'écologisation de nos rapports au monde, ainsi que les approches ontologiques relationnelles au vivant chez les agroécologistes au Québec. Alors, Sylvie, elle va nous entretenir sur une exploration éco-ethnographique par les approches ontologiques des schémas qui tracent l'agroécologie et comment celle-ci peut transformer les épistémologies et nos relations au vivant. Puis, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Anne Desconou, qui est chercheuse postdoctorale à la chaire de recherche du Canada sur les inégalités en nutrition et santé à l'Université de Montréal. Alors, Anna utilise des méthodes de recherche-action participative pour examiner la construction des systèmes alimentaires sains et résilients. Ces recherches actuelles portent sur les liens entre l'agroécologie, la nutrition et la santé avec des communautés agricoles de l'Équateur et du Guatemala. Alors, elle va partager son expérience auprès
plus spécifiquement des communautés autochtones en Équateur, sur l'utilisation, l'intégration en fait des activités participatives visant à susciter une réflexion constructive sur le thème de l'alimentation et de l'agriculture. Alors voilà, donc la façon comment on va procéder, je vais d'abord laisser la parole à Kylian qui va nous présenter une introduction. Puis par la suite, alors on va enchaîner avec les présentations des trois invités et on ouvrira suite à cela donc des échanges avec l'ensemble de la salle présentielle et virtuelle. Et je voulais juste vous dire que malheureusement, j'ai un imprévu qui s'est présenté juste avant d'arriver et à la table ronde et je vais devoir vous quitter autour de 3h10. Mais mon collègue Hugues Asselin, qui est coordonnateur du centre de recherche, il va prendre donc la relève. Merci beaucoup et bienvenue à Car. Merci à toi. Bon, merci à tout le monde pour être là, pour venir participer soit en ligne ou soit en présence à cette activité que ça nous fait très grand plaisir de partager avec tout le monde. Et c'était comme, je voudrais faire une petite mise en contexte de pourquoi on est arrivé à faire la composition de cette table ronde, dirais un peu. Et en effet, toute cette approche de l'éco-alimentation, c'était crucial pour que j'ai fait mon stage ici au Centre, parce que c'était ce lien entre les enjeux alimentaires et l'éducation relative à l'environnement, c'était un sujet qui m'intéressait fortement depuis longtemps. Et j'ai vu qu'ici, il y avait un travail déjà fait à cet égard, ces réflexions, ces propositions qui ont mis la lumière comme sur ce lien entre l'alimentation et l'éducation relative à l'environnement. Et bon, à travers cet stage, au long de cet stage, Hugues Slang, qui est coordinateur du centre, qui est ici dans la salle, m'a présenté à Sylvie, qui m'accompagne ici. Et bon, on a commencé comme tout un processus de réflexion, de discussion autour des questions liées à l'agroécologie qui nous a porté même à coécrire un chapitre avec des autres auteurs autour de tout ça, qui sera publié dans un livre collectif, collaboratif, que le centre publiera à printemps, en juin prochain. Donc, bon, c'était comme tout un processus que ça nous a aidé beaucoup à approfondir dans notre pensée partagée, on dirait. C'était comme très intéressant, très constructif. Et dans toutes ces démarches, bon, Sylvie m'a convidé aussi à participer à des activités qu'on était développées à l'UDEM, de la main de Manon, d'Ingrid, et, et que nous a apporté aussi à partager on dirait dans un groupe plus large de personnes avec ces sujets d'intérêt en commun et c'est à travers de là qu'on a connu, au moins moi, j'ai connu Anna à travers là et bon, c'était commun, on a vu qu'il y a beaucoup de liens en commun, même si on vient de disciplines, on dirait, a priori différentes, non? De travail en ce moment-là, Anna en ce moment la nutrition, et Sylvie en anthropologie et moi en éducation, même si bon, plus large que ça, qu'on travaille à différents égards. Et bon, et on a considéré comme on partage aussi cette approche de l'agroécologie qui est comme un domaine transdisciplinaire, où c'est pas seulement les disciplines dans lesquelles on fait la recherche qui participent à la construction de ce domaine, c'est aussi des autres savoirs, des autres épistémologies qui viennent les connaissances, bon, tous les savoirs paysans, de tous les savoirs indigènes, autochtones, d'alliés pour le monde. Aussi dans l'action collective des mouvements sociaux, cette expertise de la mise en œuvre de propositions d'alternatives au système agroalimentaire. Donc, bon, c'est tout ça nous a mené comme à formuler un format de présentation plus dialogique, on dirait, plus pour présenter notre approche, nos approches de recherche et aussi ouvrir la discussion à d'autres personnes intéressées parce que c'est ça juste ce qui nous a mené à partager d'intérêts en commun et de discuter avec ça. Donc, après ces mises en contexte, je vais commencer avec ma présentation.
La recherche que je vais présenter, c'est la suite de ma recherche de thèse que j'ai fait en Galice sur ce même sujet, sur la dimension éducative de l'agroécologie parmi les initiatives collectives liées à l'agroécologie, no? Donc, après la fin ma thèse, je suis venu ici au Québec pour faire la suite, un peu, pour connaître aussi les repères éco-citoyens qu'il y a dans ces contextes-là, que c'est pareil mais différencié, no? Par rapport à différentes questions. Donc, bon, je vais présenter un peu on dirait, la jonction, l'accumulation de deux recherches, no? Qui sont sur le même sujet, mais que ça passe dans deux zones géographiques différentes, comme c'est la Galice et le Québec. D'abord, je voudrais comme un peu mettre en situation pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui commencent à connaître l'agroécologie ou même exprimer ma façon de comprendre l'agroécologie, no? Pour mettre en situation de d'où est-ce que part ma recherche. Pour moi, une des définitions les plus larges, les plus inclusives, intégratrices, c'est la définition de Glisman, bon, que c'est l'écologie des systèmes agroalimentaires dans son ensemble. Ça va plus loin que la production alimentaire, va plus loin de la consommation, c'est tout l'ensemble des relations, des dynamiques, d'agents qui participent dans toutes les différentes étapes, dans toutes les différentes partie du système qui a été construit autour de la production, la distribution, la commercialisation et la consommation alimentaire. Donc, c'est tout à fait une approche complexe, celui de l'agroécologie. C'est aussi une approche systémique parce que prend on dirait la complicité de toutes ces relations, une multiplicité de facteurs et d'agents qui cohabitent bon, qui s'influencent les uns aux autres. Le système agroalimentaire, ce n'est pas une chose monolithique. Il y a plusieurs systèmes agroalimentaires partout le monde. Il y a des systèmes agroalimentaires qui opèrent à niveau mondial, à niveau global. Il y a différents aussi comme types de systèmes agroalimentaires à travers l'histoire, mais qui cohabitent en même temps, mais qui évoluent en même temps, mais qu'ils ont d'influence les uns sur les autres. Et on a entré beaucoup dedans parce que c'est une thématique qu'on peut plonger beaucoup, non? Mais de toute façon, un des éléments que pour moi c'est principal, c'est que c'est une approche critique pour le système agroalimentaire hégémonique, industriel et mondialisé bon, que c'est dominant aujourd'hui partout le monde. Et dit ça, on peut dire, c'est comme concevoir l'agroécologie comme une triple manifestation. C'est tout à fait un ensemble de pratiques agroalimentaires écologiques, pas seulement productives, c'est aussi des pratiques socio-économiques, des pratiques culturelles, c'est plus large que ce qu'il passe seulement à l'échelle de production. Et ils sont très, très divers par le monde. Ils comprennent autant des modèles de pratiques traditionnelles, paysannes, indigènes, que des innovations plus récentes qui apparaissent par tout le monde. Et c'est bien sûr un domaine de recherche interdisciplinaire, comme on peut le voir ici sur cette table ronde. Il y a plusieurs disciplines académiques, scientifiques qui participent à la construction de ces domaines. Et c'est aussi un ensemble de mouvements sociaux, un ensemble de mouvements sociaux très divers aussi. Il y a des mouvements paysans, syndicaux, il y a tout un ensemble, tout un éventail de mouvements citoyens pour la souveraineté alimentaire, pour la démocratie alimentaire, l'autonomie, il y a comme plein de thématiques qui regroupent des différents mouvements, mais qui partagent cette approche commune de l'agroécologie. Tout ça, on dirait, toutes ces complexités d'acteurs, d'approches, et aussi des visions qui participent à la construction de l'agroécologie fait que les recherches de type participatif, collaboratif et qui envisagent aussi, qu'ils ont un caractère transformateur et orienté vers l'action, ont pris un lien très, très important dans le domaine de l'agroécologie. Et c'est pour ça que l'agroécologie, on peut la concevoir comme un domaine qui est pluriépistémologique. Elle valorise et met en discussion différentes sources de savoir à un niveau
d'équilibre, non? De se considérer mutuellement les apports qui viennent d'un et des autres. Et c'est pourtant transdisciplinaire, ça veut dire que transcende les cadres stricts des disciplines académiques ou scientifiques. Et bon, pour saisir ces complexités, elles prennent aussi une forme multidimensionnelle. Ça veut dire comme il y a certaines dimensions, on dirait thématiques, ou on pourrait dire, oui, comme qui regroupent les différentes propositions, les différentes analyses en agroécologie. Et que traditionnellement, ça en était comme quatre, qui en été, bon, ça en été construit de peu en peu avec les apports de différents personnes, groupes et collectifs qui ont participé à cette construction-là. Et on pourrait parler d'une dimension technico-écologique, c'est la plus connue, c'est la partie plus de la production agroalimentaire, de la production sur terrain, toutes les pratiques agricoles qui prennent l'agroécologie, le principe de l'agroécologie comme référence, mais aussi l'agriculture paysanne, indigène, tout à fait. Il y a une partie socio-économique bon, que c'est tout ça, que c'est pas autour de la construction de différents réseaux alimentaires alternatifs, de différentes relations socio-économiques entre les différents agents, entre les personnes qui sont dans, les groupes qui sont dans la production, dans la distribution, dans la consommation. C'est comme ça y est, proposer, essayer différentes formes plus justes, plus équitables de se lier, se relationner, etc. Il y a une partie culturelle, une dimension culturelle qui s'intéresse d'un côté à la tradition agroalimentaire paysanne, mais aussi à toutes ces émergences culturelles qu'il y a autour de l'agroécologie, comme on verra plus tard. Et, et il y a aussi une dimension politique, et c'est tous ces éléments des mouvements sociaux, aussi les politiques publiques en agroécologie, il y a plein d'expériences par tout le monde à cet égard. Et, et bien aussi toutes ces propositions qui viennent des mouvements paysans ou de la citoyenneté. Et ce qu'on propose à travers de ces recherches, c'est l'émergence d'une dimension socio-éducative avec une entité propre qui commence à se construire, à prendre une identité dans les différentes dimensions de l'agroécologie, mais qu'il est encore en train de se définir, de se construire et qu'elle vient tranquillement se construisant à travers de différents apports de plein d'acteurs, d'autrices différents. Pour entrer un peu dedans de ces dimensions éducatives, que sont les, pour les thématiques qui guident mon travail en recherche. Elle se situe en fait entre les intersections de les autres quatre dimensions par rapport au savoir, les connaissances, non? Autant ces connaissances sur la pratique agricole que les connaissances qui viennent de tous les éléments socioculturels qu'il y a autour de, autant de travail agricole que de toute la relation avec les territoires, avec les vivants, les rapports au monde, finalement. Il y a une partie de savoir-faire, non, de la pratique, qui émerge dans la conjonction entre les savoir-faire agricoles, on dit les techniques, les pratiques, les pouvoirs, savoir gérer un agroécosystème en lien avec les vivants, mais aussi cette partie socio-économique, non? De cette expérience accumulée de mettre des propositions, de concevoir et de mettre en œuvre des propositions économiques alternatives dans un contexte systémique qui va dans la direction complètement contraire, non? Du capitalisme néolibéral et tout ça. Et donc, c'est comme dans les espaces interstitiels ou même en essayant de créer ces réseaux socio-économiques de relations égalitaires dans les espaces qu'on trouve pour créer collectivement, non? Il est ce savoir-agir qui vient de cette expérience précisément de se rejoindre pour articuler de nouvelles façons de travailler ensemble, mais il y a ce savoir-agir qui vient aussi de la proposition politique de ces propositions éthiques aussi, non, autour de l'agroécologie qu'on construit en commun, qu'on construit. Et ce savoir-être qui vient aussi de ces propositions politiques de nouvelles façons de se
de se lier au monde et à notre entour. Et c'est savoir qui vient aussi des traditions culturelles de différents peuples et notamment des cultures paysannes. En tout cas, depuis, bon, à mon avis, la finalité de ces dimensions éducatives, c'est la de promouvoir et accompagner la transition sociale agroécologique. On connaît un peu l'idée de transition agroécologique, et on l'élargit à l'échelle sociale. On prend comme référence on prend comme référence le modèle de Gliessman de transition en 5 niveaux, que c'est comme transiter d'un niveau zéro, que c'est l'aujourd'hui dominant, le système agroalimentaire industriel mondialisé, et avec pratique industrielle d'agriculture, à avancer à travers les différents niveaux, à travers bon, il y a un niveau moins avancé, comme c'est celui de l'agriculture de précision, que c'est juste essayer de déployer des techniques plus durables, moins, mm, on dirait, avec moins d'impact sur l'environnement à travers de l'innovation technologique, notamment, mais sans sortir de ces cadres de l'agriculture industrielle. Il y a un deuxième niveau que ce n'est pas encore l'agroécologie, que c'est celui de l'agriculture de substitution, c'est de substituer certaines parties de l'agriculture industrielle pour des autres plus amigables avec les écosystèmes, comme celui de l'agriculture biologique, mais qui ne questionne pas non plus la marchandisation de l'alimentation, la distribution à travers des grandes chaînes d'alimentation. Ce n'est pas encore dans ces critiques-là. Mais il y a 3 niveaux supérieurs qui oui, sont plus systémiques. Et on dit qu'à l'échelle technico-écologique, c'est plus de reconcevoir et recomposer les agroécosystèmes. C'est comme plusieurs des agroécosystèmes qu'on intervient dans un milieu que ce n'est pas à nous, c'est pas un espace en blanc on peut qu'on déployer notre. C'est pas un substrat juste sur lequel travailler, on les partage avec tout l'ensemble du vivant. Il y a ce niveau 4, on dirait que c'est la partie plus économique qu'on vient de parler, qu'on peut le trouver dans les exemples comme l'agriculture soutenue par la communauté, des épiceries participatives. Il y a plein de projets qui viennent de la citoyenneté à cet égard-là. Il y a un 5e niveau que c'est déjà comme reconstruire, co-construire le système agroalimentaire alternatif d'un sens plus large a través de l'agroécologie. Donc, a través de l'agroécologie politique, a través de ce qu'on dit scandinave, c'est comme porter toutes les propositions agroécologiques à la politique publique. Et aussi le scandinave, ça veut dire élargir toutes les propositions de l'agroécologie à l'ensemble de la citoyenneté, à niveau social. Et aussi dans l'agroécologie culturelle avec le scaling team, ça veut dire comment approfondir avec nos rapports au monde et tout ce à travers les propositions de l'agroécologie qui véhiculent ces propositions paysannes et toutes ces propositions qui viennent des peuples autochtones par tout le monde et bon, si Diana va être plus dedans, etc. Donc, la dimension socio-éducative de l'agroécologie, à mon avis, ce qu'elle propose, c'est comme supérer ce niveau de base pour arriver au moins à cette agroécologie, à concevoir cette agroécologie plus technico-écologique au-delà de l'agriculture biologique, au-delà de ces propositions industrielles d'efficience qui viennent du capitalisme vert. Et c'est toujours, surtout dans ces 3 niveaux supérieurs, qui sont on pourrait établir un même niveau, comme tisser les tissus entre les 3 niveaux et travailler ensemble pour avancer dans tous ces 4 dimensions. Et par rapport à l'éducation relative à l'environnement, que c'est mon cadre de recherche, à travers lequel j'ai fait toutes ces intéressées par l'agroécologie, on propose d'explorer ces dimensions éducatives à travers cette interface. De mon côté, du côté de ma recherche, dans la partie que je m'intéresse le plus, parce qu'il y a plusieurs, non? On pourrait intégrer toutes ces propositions qui viennent de la formation universitaire en agroécologie qu'il y a partout du monde,
mais aussi ce qui vient de la pratique de l'éducation de campo, par exemple, au Brésil, les modèles campesino-campesino qui se viennent surtout de l'Amérique centrale, mais partout en Amérique latine, ça commence à se déployer. Il y a comme plein de propositions qui viennent nourrir cette dimension sur le type de l'agroécologie. L'agroécologie scolaire aussi, que c'est travaille fortement en Catalogne. Et dans le cas de ma recherche, je me centre surtout sur les propositions socio-éducatives, sur les pratiques éducatives que les initiatives collectives citoyennes liées à l'agroécologie sont en train de déployer sur le terrain, dans les milieux où elles travaillent. Ça viendra toujours à travers une recherche critique, tout à fait collaborative, pluridisciplinaire, plurépistémologique, en ayant tous ces éléments lors de déployer la méthodologie. On les pourra voir bien dans les cadres d'analyse de sa recherche et de méthodologie plus en détail. Et surtout, nous intéresse ces expériences pratiques, cette diversité de visions, de propositions et les réflexions qui sont faites dans la pratique de ces pratiques éducatives sur les. Et par rapport à ce qui vient de l'éducation gratuite environnementale pour apporter à l'agroécologie, ce que je suis en train d'élaborer, c'est un modèle socio-éducatif basé avec d'un côté avec ces pratiques d'initiatives citoyennes, collectives, mais aussi à travers les cadres de l'éducation relative à l'environnement, à travers tous ces repères théoriques et pratiques, la réflexion pédagogique, la diversité d'approches qu'elle accouille, non? Avec l'éco-citoyenneté, l'éco-formation, l'éco-alimentation aussi, comme vous savez, nous avons il y a plusieurs façons différentes approches que l'éducation relative à l'environnement propose y que son très utiles pour pouvoir concevoir cette interface, ces relations de collaboration entre les deux domaines. Dans le cas de ma recherche, c'est l'approche éco-citoyenne parce qu'il est le plus intéressant alors d'explorer ce que les initiatives citoyennes agroécologiques sont en train de faire sur le planète. Bon, par rapport à ces initiatives collectives, pour les définir un peu, ils sont on dirait, la source principale des propositions qui sont faites de mon côté, c'est de mon côté, mais c'est construit par beaucoup de gens, ce sont des autres personnes qui font cette proposition-là. Et je partage simplement avec Lema Blanco et son collaborateur qui sont des espaces d'innovation collective, où il y a tout type d'apprentissage, tout type de développement des compétences, des formes de gouvernance plus horizontales, plus démocratiques, des dynamiques d'agents citoyens qui se déploient et qui convertent, qui fait que les citoyens actent comme des vrais agents socio-éducatifs. Comme je l'ai souligné, Confeio et collaborateur, que là, ce type d'initiative ont un rôle très pertinent parce qu'ils promouvent une culture alimentaire alternative à celle de. Dans ce type d'initiative, on choix, il y a plusieurs types d'initiatives. Dans ce contexte culturel, en différentes formes, en différents noms, depuis qu'on dit que depuis la Galice, depuis il devient de connexion Québec, on peut avoir une liste, toujours toujours Paris, avec des groupes coopératifs d'achat, des réseaux de soutien pour la communauté, des réseaux de production de consommation, toute une taille de types d'initiatives, d'organismes, parfois autogérés, parfois plus ou moins formels, non? Formalisés, par exemple en Galice. Ils sont plus dans les, oui, on dirait dans ce cas de l'autogestion, non? Dans ce qui est ici au Québec, il y a un appui public plus important à différents dans le monde des contextes galiciens. Mais de toute façon, ils partagent beaucoup de principes d'action, de façons d'agir qui sont très partagées. Du côté galicien, à travers ma thèse de thèse, j'ai fait une étude de caractéristiques avec la participation de 46 initiatives de tout type par tout le territoire. Ici au Québec, c'était moins ambitieux de mon côté parce que c'est pas je ne connais autant l'activité comme un parachutisme ici, je ne connais pas des réseaux, cet écosystème de mouvements sociaux, non? C'est comme tranquillement. Grâce à mes collègues de santé, m'aider beaucoup à ça, grâce à Sylvie, avec toute
Et surtout grâce à les initiatives qui sont faites à participer à ces recherches-là, parce que ces rapports en été incroyables. Il faut remercier fortement la participation. Et, et bon, parmi les pratiques éducatives concrètement que sont déployées tout en réaliste ici, les données sont encore en train d'analyser et aussi de comparer actuellement. On joue les jours pour arriver à l'université. Quand c'est deux références de territoires différents pour voir si un modèle, on dirait, à l'université, parce que c'est pas dans laquelle l'agroécologie propose des choses, c'est toujours des phénomènes comme ça, et locales et endogènes, donc les pratiques autant agricoles que socio-éducatives doivent se déployer selon le principe de l'agroécologie. Mais on dirait qu'on peut partager beaucoup d'expériences qu'on peut profiter d'un côté de l'autre, et c'est un peu de la pratique. Donc, on était comme quatre dimensions préliminaires, émergentes, que je peux bien présenter. Il y avait un primer catégorie, un primer type d'activité surtout éco-formative, que vient faire plus dans que c'est tout ça qui passe sur la pratique sur terrain, non? Tous ces éco-savoirs qui émergent de la relation des personnes qui sont sur la production, dans la production, non, agroalimentaire et que et qui émergent de son expérience en relation par rapport aux écosystèmes pour vivants et qui se déploient plus à long terme, qui émergent, surtout chez les agroécologistes, on dirait les praticiens de l'agroécologie dans les centres agricoles. Il y a aussi une autre type d'activité, les transmissibles sont aussi toujours comme présents, non? Comme un certain façon plus traditionnelle, c'est le partage de savoir à travers les conférences, à travers des tables rondes aussi, de différents formats, à travers la diffusion sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs façons de le faire que les initiatives agroécologiques déploient. Et c'est surtout diffuser leurs approches, les visions, les valeurs, les techniques, différents types de contenus qui sont transmis par différents moyens. Les plus communs parmi les initiatives agroécologiques, c'est ce que j'ai nommé expérience participative, plus ancrée sur le savoir-faire. Et donc, sur le savoir-faire technico-écologique, sur la pratique de l'agriculture ou de la transformation alimentaire, mais aussi dans les volets socio-économiques, non? Comme apprendre à construire un réseau alimentaire alternatif, des relations différentes entre différents acteurs, actrices de l'agroécologie, soit dans la production, soit dans la distribution, soit dans la consommation, en les faisant. C'est comme les concevoir, les mises en œuvre, et à travers de ces pratiques, toute l'expérience qui s'accumule, non? Et surtout aussi dans la discussion, dans les partages et dans l'expérimentation de ces nouveaux modèles bon, pour savoir si ça marche, il faut mettre en apprentissage. Et finalement, il y a un autre type, c'est la mobilisatrice, le plus lié à l'approche éco-citoyenne, que c'est, même si tous ces autres, il y a aussi, ils ont aussi une relation très directe avec l'éco-citoyenneté, mais c'est surtout ce type de pratiques éducatives qui sont dans le savoir agir ensemble. C'est apprendre dans l'action collective, c'est pour concevoir des positions politiques et communes. C'est juste à ce niveau, à ce cinquième niveau de la transition agroécologique d'agriculture, c'est apprendre à construire le système agroalimentaire alternatif en écosystème. C'est ici, bon, ça fait toutes ces autres démarches liées à l'agroécologie, comme c'est la défense du territoire, comme c'est l'articulation réseau de différentes initiatives, et comme c'est la célébration d'un national aussi important dans la construction de ce qu'on va faire en commun. Et pour la construction de ce modèle éducatif agroécologique, je me pose trois questions que je voudrais partager avec vous et vous pourrez les répondre plus tard. C'est d'un côté, c'est qu'est-ce peut apporter l'éducation relative à l'environnement à la construction de ces modèles éducatifs agroécologiques. L'autre, c'est à l'inverse, c'est quels éléments pertinents l'agroécologie et les pratiques socio-éducatives des initiatives collectives agroécologiques pour
elle apportait à la réflexion sur l'éducation relative à l'environnement. On dirait c'est lié bidirectionnel, c'est les deux domaines. Et surtout, augmentant à travers de ces collaborations entre les deux domaines, c'est comment ces deux domaines non connexes pour établir des formes de collaboration pour faire face à des défis agroalimentaires d'une transition éco-sociale urbaine. Comment on peut collaborer, on peut mettre en collaboration les propositions d'agroécologie et de personnes relative à l'environnement pour faire face, finalement, pour travailler dans des enjeux communs. Et, ici, la parole à mon collègue Sylvie. Et merci tout le monde. Merci, méditation, sans faire, merci, Pauline. Puis merci, Liliane, pour l'invitation encore une fois. C'est important de dire que je n'ai pas encore terminé la maîtrise. En fait, je n'ai pas commencé à prendre des données, à analyser et à donc rédiger. Mais on a rédigé beaucoup cette année, en 2023, avec Liliane. C'était très pertinent, je pense, parce que justement, il y a eu un regard transdisciplinaire qui s'est développé. Je pense que tout à l'heure, on était juste les trois à parler de l'agroécologie, puis on se disait, à chaque fois, quand on parle d'agroécologie, c'est comme important d'être vraiment pas seul dans son domaine, dans cette discipline pour essayer de la comprendre parce que c'est vraiment vaste. Il y a vraiment beaucoup d'angles. Puis à la limite, ça fait partie même de sa définition de dire que c'est singulier, c'est contextuel, donc ça se essentialise pas, ça se généralise pas, ça se décrit dans un contexte particulier, avec des approches particulières. C'est important de voir qu'on ne possède pas toujours la vision soi-même de ce que c'est. Il faut la partager, il faut travailler ensemble. Kylian vient de faire un portrait extrêmement général. C'est ça qui m'a nourri beaucoup cette année quand on a travaillé sur l'écriture du chapitre. C'est un point de vue très, très global du processus dans lequel, social, je dirais, dans lequel on peut entrer quand on rentre en agroécologie, quand on pratique l'agroécologie de différentes manières. Et moi, je vais faire un focus vraiment précis sur une petite partie, en fait, de tout ce qui est écrit. Là, ça s'appelle le développement ou la réappropriation des éco-savoirs. C'est que ça. C'est que ça, mais c'est tout ça. C'est un monde aussi dans lequel on entre, puis qui est extrêmement vaste aussi, qui part du point de vue de l'anthropologie et qui va faire état de ma présentation. Je voulais dire aussi que c'est un peu étrange des fois par quoi on rentre, pourquoi on entre dans ces questions-là tout à coup dans notre vie académique ou personnelle ou artistique. Pourquoi on entre dans cette question-là? Alors moi, je vais vous dire, mon point de départ, ça part de Humus. Là, Isabelle en a parlé tout à l'heure. C'est un film qui a été fait de 2017 à 2022. À peu près comme recherchiste, j'ai été exposée à des récits de maraîchers, surtout de maraîchers, qui ont vraiment fait surgir des questions, puis que moi, je trouvais finalement d'ordre anthropologique, c'est-à-dire comment, dans un contexte hostile d'un agro-business, on peut développer des approches écologiques. C'est ça ma question qui a amené, en fait, le mémoire de maîtrise. Je vais arrêter de parler sans suivre parce que je vais me perdre. Mais en fait, la question principale, en fait, de ma thèse de maîtrise, c'est celle-ci. Alors, c'est ça, ça nourrit toutes les recherches après que j'ai fait pour essayer de comprendre comment on fait pour faire surgir ces éco-savoirs-là dans un environnement hostile. Je vais juste faire une petite mise en garde, justement en disant que je pense pas de faire honneur à tout le propos agroécologiste non plus, même pas en anthropologie. C'est-tu des oiseaux? Ah, ah oui, OK. Je pensais que c'était des poules. Mais je ne fais pas honneur parce que c'est pas possible en 15 minutes. Mais quand même, on va effleurer un sujet qui me passionne.
Et donc, je trouve ça important aussi de faire un petit peu de contextualiser aussi la naissance de cette agroécologie dans le territoire québécois, parce que ma recherche, oui. Alors, ma recherche se passe vraiment, le titre de la recherche en maîtrise, c'est étude ethnographique des relations singulières au monde et au vivant chez les agroécologistes des cantons de l'Est. Donc, euh, Dominique Lamontagne a écrit un livre qui s'appelle La ferme impossible, où il parle d'entrée de jeu qu'il y a eu entre le début de la colonisation et 1950. euh, Dans cette période-là, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fermes. Donc, je me rappelle d'un chiffre qui était 175 000 fermes pour à peu près 1,5 million. Là, ça a bougé, là, ce chiffre-là. Et que maintenant, on est à peu près à une trente mille fermes au Québec. Puis là, on parle même pas pour combien de population dans la statistique, on parle de 1,5 milliard de profits. Alors, on voit la bascule qu'il y a eu entre tout un moment de petite ferme contextuelle à l'agrobusiness. Mais ce que je trouve qu'il oublie, Dominique Montagne, dans cette situation-là, parce que pour parler de l'agroécologie, il faut vraiment pas négliger cet aspect-là, c'est qu'avant la colonisation, il y avait les Autochtones ici qui cultivaient aussi, qui avaient aussi, cette statistique-là, elle n'existe pas, encore une fois. Donc, on néglige cette partie-là, qui était là, qui est une partie de l'agriculture qui se passait ici sur le territoire, qui s'est probablement mélangée avec l'agriculture paysan, puis que maintenant, aujourd'hui, en sortant, essayant de sortir de l'agrobusiness, on va essayer de récupérer, comme on dit, des savoirs qui sont ici aussi, paysans et autochtones. Donc, ça, c'est important de le dire que dans la statistique, il n'y avait pas cette partie-là. La deuxième personne qui me définit un peu ma façon de voir l'agroécologie, c'est Alain Olivier, qui est un agronome à Université Laval à Québec, qui parle, bon, on essaie un peu de se dire qu'il faut avoir une mini-définition de l'agroécologie. Alors, moi, très simplement, Alain Olivier parle de nourrir sans détruire. Et je l'ai entendu aussi sur le terrain avec les agroécologistes. Nourrir sans détruire. Ou faire une agriculture non polluante. Alors là, c'est là que la dimension écologique entre dans la fabrication des champs, de la culture qui nous concerne. Donc, je vais juste, donne-moi juste deux petites secondes. Alors, si je me pose cette question-là, la question qui naît ensuite, c'est comment les savoirs et les pratiques en agroécologie peuvent-ils apparaître dans ce contexte hostile et comment peuvent-ils engager une réflexion épistémologique puis tracer des nouvelles renégociations dans les relations et dans les relations aussi au vivant. Alors, la partie qui me concerne, en fait, là où j'ai porté mon regard pour essayer de comprendre comment se forment les savoirs et les pratiques en agroécologie, c'est par l'ensemble de la construction des connaissances, dans les pratiques et comment les savoirs apparaissent dans ce contexte-là. Ça s'appelle toujours un contexte hostile. Alors, comment elles apparaissent? Et là, je vous ai sorti. C'est la seule phrase un peu qui systématise un peu la pensée. L'agroécologie navigue dans un contexte hostile à l'écologie. Pour ce faire, afin d'apporter des soins et des attentions singulières aux cultures maraîchères, les savoirs doivent émerger, se recomposer, se réorganiser, se réadapter au contexte avec l'éthique et l'écologie nécessaires. Donc, comment, comment, comment j'ai observé en fait que ces savoirs-là réapparaissent? Et sur le terrain en anthropologie, terrain ethnographique, éco-ethnographique, j'ai vu ceci. Alors, j'ai vu qu'il y avait une relation intense avec l'outil d'observation. On va utiliser beaucoup l'observation pour voir comment les plantes se comportent, comment
la nature autour du champ se comporte, comment les cours d'eau se comportent, comment les animaux et la biodiversité autour se comportent et comment agir à ce moment-ci, dans ce contexte-ci, avec cette plante-ci. Donc, observation. Par essai-erreur. Il y a beaucoup d'essais-erreurs aussi. C'est clair parce qu'il y a une réappropriation de savoir, on les réadapte, on tente de les réappliquer, on voit si ça marche. Comme j'ai dit aussi, par inspiration des savoirs paysans ancestraux, paysans, et par aussi une revalorisation des savoirs autochtones aussi. On en parle dans les champs aussi, qu'on sait que ce territoire-là a déjà été habité, on sait qu'il a déjà été en lien avec certaines cultures autochtones, donc on essaie d'aller voir aussi de ce côté-là s'il n'y a pas des choses à apprendre. Et aussi, Kylian en parle beaucoup aussi, c'est toute la question aussi que les savoirs doivent être partagés entre ceux qui croient à ce type d'agroécologie-là, parce que on peut pas le faire seul. Donc, on rentre dans un réseau de communication, quel qu'il soit. Il y a toutes sortes d'organisations. Kylian en a vu beaucoup parce qu'il travaille beaucoup à nouveau l'éco-citoyenneté puis la formation éco-citoyenne au savoir. Donc, ils sont, ça se communique beaucoup entre eux pour faire un peu front à tout ce qui vient justement qui vient de descendants, là, qui vient d'un savoir qui est promu par les écoles en agroécologie, en agriculture, puis le système, lobby, agrobusiness, par rapport à eux qui vont faire plus un savoir excuse-moi, j'ai dit ascendant, je suis toujours dyslexique, c'est descendant, descendant par rapport à un savoir ascendant qui est pris du territoire puis qui est émergent, en fait. C'est un savoir émergent. Voilà. Alors, ça, je trouve ça très intéressant. C'est une stigmatisation qu'on. Est-ce que c'est correct pour le temps? Oui. OK. Pour ça vous donne un peu une circulation ici de comment. On est vraiment dans le micro, là, hein, dans une micro-relation plante-humain où on essaie d'aller chercher les connaissances à partir même d'un contexte et à partir d'un écosystème d'un maraîcher, par exemple. Alors, on voit ici, dans cette circulation-là, qu'il y a une attention qui est portée aux données sensorielles, aux images, qui sont là à des différentes dispositions face à ce qui se passe dans le champ, à une identification aussi à la vie de la plante, comme quelque chose qui est beaucoup, disons, comme un rapprochement avec la dynamique culturelle de la plante qui est là, pour ensuite valoriser des propositions et des actions, intuitions qui viennent pour restructurer une approche avec, par exemple, il pourrait y avoir un problème de, de, de ravageur ou de présence d'un insecte qui est là puis qui doit comme être maîtrisé ou en tout cas. Alors, il y a tout un écosystème dans lequel le maraîcher peut entrer, un écosystème de relations, d'interdépendance qui va développer après, par la suite des connaissances qui vont les aider à intervenir. Alors, ça, c'était ma micro-dynamique, en fait. Et je pense que ce que je voulais dire juste avant d'entrer dans la partie plus anthropologique, les questions qui naissent après ces observations-là, c'est que on entre beaucoup dans des dynamiques, je dirais, par opposition à l'agrobusiness, qui est de cultiver la vie à l'intérieur du champ dans lequel on est. Cultiver la vie sans détruire la vie, parce qu'on dit en nourrir sans détruire. Alors, par opposition à comme des positions plus extractivistes là, avec l'agrobusiness ou des positions même plus de pulsion de mort, pulsion de vie, on dirait des fois un peu en contrepartie. Et que au niveau de l'approche en agroécologie, on veut nourrir, mais sans détruire. On veut créer la biodiversité, on veut créer la vie, on veut la regarder, on veut l'observer, on veut voir les interactions entre la nature, on veut comprendre le sol, on veut augmenter la vitalité du sol, on veut que le sol s'auto génère de la vie pour qu'il puisse, lui,
générer la vitalité des plantes qui sont dedans. Donc, il y a toute une autre façon, une autre posture de faire la culture. Ce qui m'amène à ma question anthropologique, qui est celle-ci, je rentre dans les ontologies, c'est que je me suis, par la lecture, je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec les, l'apport de Philippe Descola en anthropologie, où on parle des ontologies. Lui, il a vraiment apporté un truc très structurant là, au niveau des ontologies, où on dit que la pensée moderne, les modernes, on est vraiment en disjonction avec la nature. C'est ça qui a permis le capitalisme, c'est un soubassement du capitalisme qui permet vraiment la capacité d'extraction sans problème. On est séparé de la nature, tandis que d'autres visions du monde, dans d'autres peuplades, puis qui est pas universelle, puis qui est plus en symbiose, qui est plus en respect, puis qui est plus... qui est pas le mot nature n'existe pas dans certaines communautés autochtones, parce qu'ils sont nature. Alors, Philippe Descola a amené cette position-là, mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que les agroécologistes ne sont-ils pas en train de refomenter leur façon de faire monde? Est-ce qu'ils ne sont pas en train aussi de bouger? Là? Il y a pas aussi des nappes ontologiques, là, ça bouge en fonction de leur relation au champ, avec la vie, la plante. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de être de toute façon habités par une autre cosmologie qui fait qu'ils agissent différemment? La question de qui influence quoi, elle est là. Je pense que ça ne me tente pas de la séparer, pour savoir qui fait quoi, mais je pense que quelque chose qui se passe qui fait qu'il y a il y a une démarche de positionnement différent chez les agroécologistes. Et là, je vais citer un agriculteur qui dit c'est drôle, c'est vraiment ce que j'ai à faire, on dirait, c'est de regarder le plus possible comment la nature fonctionne, puis limiter, on appelle le biomimétisme, mais c'est bizarre, je ne connais pas la nature. Fait que je suis obligée, il sent qu'il faut qu'il fasse ça, mais il faut qu'il fasse le travail aussi en même temps de, ben, je la connais pas, donc il faut que je la il faut que je l'observe. Donc, il faut que j'entre en plus grande vigilance par rapport au fonctionnement puis aux dynamiques, aux mécaniques même du vivant pour que je puisse, d'une certaine manière, essayer de faire des choses qui correspondent à ce que la vie elle est. Là, je vais vous donner des petits exemples parce que des fois, je trouve tellement théorique mon truc, mais par exemple, moi, je me rappelle d'avoir traversé un jardin, euh, puis notre attention, il reste 5 minutes. Traverse un jardin et il y a toutes les rangées de salades. C'est magnifique là, parce que c'est toutes sortes de petites couleurs. Puis à côté, il y a une friche. Alors, quand je me promène, c'est comme un travelling un peu, là, tu te promènes de côté, puis tu vois les petites salades, puis c'est comme beau, c'est comme des taches de couleurs, c'est comme une petite toile. C'est beau. Là, tu arrives dans la friche, t'as comme une espèce de attention qui baisse. Pour voir c'est plein c'est plein de broussailles. Hein? Puis après ça, on recommence la petite rangée de salade avec les petits trucs. Ben, l'exposition au travail en agroécologie m'a complètement inversé la position que j'ai par rapport à mon observation. Je suis beaucoup plus intéressée à la friche maintenant, parce que la friche, c'est quelque chose qui amène énormément de vie dans le jardin. C'est là pour quelque chose. C'est utile aussi, mais c'est aussi là parce que c'est comme un peu dans la nature. Et c'est ce qui fait tout l'équilibre dans le jardin. Alors, mon attention est beaucoup plus grande maintenant. Qu'est-ce qui pose dans la friche? Quel habitat il y a été créé par le maraîcher qui est là? Quel oiseau? Quelle bébite? Puis quelle interaction après ça se passe dans les autres parties du jardin? Je conclus en vous disant, euh, je vais passer ça parce que c'est trop long. Une citation de Baptiste Morisot qui était ici la semaine passée dans le livre Inexploré qui dit « Entre nature et politique, il faut avancer par petits pas errants. Cet espace de relation dont on avait occulté l'existence même et nié la possibilité, cet espace d'égard ajusté envers le vivant et les non-humains. » Merci. OK, ben on va changer un peu comme... on va aller à l'équateur pour quelques minutes, là. Et on va essayer de comprendre un peu plus l'agroécologie du point de vue des agriculteurs et agricultrices là-bas.
Et fait que c'est les réflexions des communautés autochtones en Équateur. Et ça, c'est un travail que j'ai fait comme pendant mon doc. Avant, j'habitais en Équateur, je travaillais là-bas, là. Mais c'est quelque chose qui est vraiment dans le sein de le département de nutrition à l'Université de Montréal. Fait que, on va c'est ça, de l'éducation à l'anthropologie à la nutrition. Euh, donc, c'est ça. Comme moi, je travaille en nutrition et j'approche l'agroécologie principalement du point de vue nutritionnel. C'est pourquoi ça, c'est quoi le lien? Ben, au niveau mondial, il y a un petit paradoxe, c'est que les agriculteurs sont la population plus touchée par la malnutrition, même s'ils sont les personnes qui cultivent les aliments. Et en Équateur, la population rurale est atteinte à un double fardeau de malnutrition. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des insuffisances en nutriments au même temps que des excès en d'autres nutriments, tels comme les sucres, les gras, le sodium. Et donc, dans cette situation, les gens peuvent être, par exemple, anémiques et obèses au même temps, et ça a des graves conséquences pour la santé. Et au cœur de l'agroécologie, comme on a vu déjà avec les collègues, et on trouve aussi la diversité agricole. Ben, la diversité agricole, qu'est-ce que ça fait? Ça permet que, comme mon ami David ici, on peut avoir de l'accès direct à une diversité plus grande des aliments nutritifs. Donc, c'est ça la base de mon intérêt pour l'agroécologie en matière de santé nutritionnelle. J'utilise deux écrans parce que je suis nulle en français. Il faut que je vois mes notes, c'est pour ça. Et si on va au-delà de la nutrition, au-delà de la santé humaine, nous considérons également important les contributions de l'agroécologie à la santé des animaux et des écosystèmes. Et quand on considère tous les aspects de santé, on parle d'une perspective d'une seule santé ou One Health en anglais. Et on utilise cette approche de plus en plus dans nos recherches parce que tous ces aspects sont importants et ils sont tous liés entre eux. En Équateur, le mouvement agroécologique est relativement fort et en particulier parmi les agriculteurs autochtones. Au cours, ça dit quoi? Au cours des dernières décades, l'agroécologie a été favorisée à partir de deux angles principaux. D'une part, les organisations non gouvernementales, ou les ONG, l'ont encouragée principalement pour des raisons environnementales. D'autre part, les organisations autochtones ont promu l'agroécologie comme un moyen de récupérer les pratiques traditionnelles en relation avec l'alimentation et l'agriculture. Cependant, la nutrition n'a pas vraiment été une priorité. Malgré le fait que l'Équateur présente l'un des taux de malnutrition rurale les plus élevés de l'Amérique du Sud. Nous, comme chercheurs en Canada, nous ne sommes pas tous des agriculteurs et encore moins des agriculteurs autochtones en Équateur. Donc, si nous voulons utiliser l'agroécologie pour soutenir la santé, il est important de comprendre le point de vue des agriculteurs, pour comprendre, par exemple, pour eux, c'est quoi l'agroécologie et pourquoi le pratiquer, pourquoi le faire. Pour mieux comprendre l'agroécologie du point de vue des agriculteurs et agricultrices, on utilise une approche de recherche participative. C'est quoi ça? Ben, une petite définition, c'est que c'est de la recherche menée en collaboration directe avec les personnes concernées par la question étudiée. Il y a plusieurs avantages et c'est plus pertinent pour les communautés participantes, c'est aussi plus éthique pour eux. Ça nous donne des compréhensions plus nuancées et c'est plus aligné avec des solutions réalistes. Nous, on a utilisé plusieurs outils pour appuyer ce processus participatif dans nos recherches. Par exemple, on a vécu avec des familles d'agriculteurs, donc on appelle ça ethnographie. On prête ça de l'anthropologie.
On a fait aussi des entretiens et des groupes de discussion basés sur des activités participatives. On va voir un peu plus ça après. Et on a fait une enquête qui était conçue avec la communauté participante. Et c'est ça qui distingue ce type d'enquête comme d'une enquête qui soit comme pas participative. C'est vraiment le fait qu'on a travaillé ensemble. L'immersion chez les familles agroécologiques, quand j'ai vécu avec eux, ça nous a permis de comprendre plusieurs valeurs qui font partie de la vision agroécologique. Et on les voit un peu ici, là, mais c'est genre le respect de la Pachamama ou la mère nature et la construction de Summa Causai, que c'est un concept autochtone pour le bien vivre, la valorisation des traditions autochtones, la réciprocité, et ça c'est comme le troc et partage des aliments et aussi le partage du travail, et aussi la consommation de la propre production. Et parmi la vision des pratiques agricoles, on a la diversité agricole, que c'est vraiment la base, et l'intégration des animaux, la conservation de semences, la propre fabrication des engrais, pesticides biologiques, et la réduction ou élimination totale des pesticides toxiques et des engrais synthétiques. Mais cependant, l'agroécologie est une transition. On ne peut pas devenir comme totalement agroécologique du jour au lendemain. La première pratique de cette transition consiste généralement à accroître la diversité agricole, tant végétale qu'animale. Par ailleurs, notre enquête nous a permis de quantifier certaines pratiques agricoles et alimentaires associées à l'agroécologie. Pour ce faire, nous avons appliqué l'enquête à des agricultrices agroécologiques d'un côté et à leurs voisines qui sont également agricultrices et vivent dans des conditions similaires, mais qu'elles ne participent pas au mouvement agroécologique. Ah, je t'ai dit que j'allais te montrer une photo avec moi, avec mes dreads, là. Ben, on va voir juste quelques petits résultats de cette enquête. Un premier résultat, c'était que les femmes agroécologiques... Oh, c'est drôle ce qui est arrivé. Une petite truc de problème entre Mac et PC, là. Mais anyway, c'est pas important. Et, ben, vraiment, les femmes agroécologiques, elles avaient une plus grande diversité agricole. Elles avaient en moyenne 39 produits différents, pendant que leurs voisines avaient 25. Donc ça, c'est conforme à la vision locale des pratiques agroécologiques, le fait d'avoir une plus grande diversité agricole. Et au niveau de la diversité alimentaire, on a vu qu'elles ont aussi une diversité alimentaire plus grande. Il y a ces 10 groupes-là des aliments qui sont associés à la suffisance en nutriments. Et les agroécologiques, elles mangeaient 6 groupes des aliments par jour en moyenne. Et les voisines mangeaient 5 groupes par jour. Et donc, ça souligne le potentiel de l'agroécologie en matière de la soutien à la nutrition aussi. En même temps, les femmes agroécologiques semblent avoir un régime alimentaire plus équilibré, car elles consomment davantage des calories d'aliments non transformés, comme des fruits, légumes, etc., et moins de calories d'ingrédients culinaires transformés, tels que les sucres et les huiles. Et ensuite, nous avons constaté que les femmes agroécologiques ne s'approvisionnaient pas de la même manière que leurs voisines. Conformément aux valeurs agroécologiques, elles se procurent davantage d'aliments par le troc et le partage et la production propre et moins par les achats conventionnels, si on compare comme par quantité de calories avec les voisines. Finalement, on a mis tout ça ensemble avec des analyses de régression, ce qui est une méthode statistique qui nous permet de contrôler pour plusieurs variables pour mieux comprendre des relations.
Et on a trouvé ces relations-ci dans laquelle la diversité agricole déclenche la diversité alimentaire, pendant que la consommation privilégiée de la propre production et de l'échange social déclenche une alimentation mieux équilibrée. Ces résultats étaient tellement fascinants parce qu'ils ont appuyé notre hypothèse que l'agroécologie peut avoir des effets positifs sur la nutrition. Et avec ces résultats en main, la prochaine étape pour nous, c'était de mieux comprendre comment on pourra favoriser l'agroécologie auprès d'un plus grand nombre d'agriculteurs. Donc, vu qu'on avait identifié la diversité agricole comme un point de démarrage de la transition agroécologique, on a décidé de se concentrer sur ce point et demander du point de vue des agriculteurs, agricultrices, pourquoi avoir une production diversifiée. Pour comprendre cela, nous avons fait une activité qui s'appelle tri de piles de cartes. Je vais entrer un peu plus dans les détails juste pour vous montrer une petite outil participatif, là. Donc, dans une première pas, les participants ont trié des cartes correspondant aux plantes qu'ils ont cultivées et aux animaux qu'ils ont élevés au cours de l'année écoulée. Ensuite, ils ont séparé leur sélection de plantes et d'animaux en fonction de ce qu'ils consommaient beaucoup et ce qu'ils consommaient peu ou pas du tout. Et on parle uniquement des produits de leur propre production. Ensuite, les participants ont identifié des motivations autres que l'autoconsommation pour la production de ces plantes et animaux. Et par exemple, ici en bas, il y a un agriculteur qui a identifié la commercialisation, le fumier et le plaisir comme les motivations pour ces animaux. Et puis, enfin, ils ont classé des produits en fonction des motivations identifiées. Donc, dans l'exemple, l'agriculteur, il a mis ces trois types d'animaux, c'est les poules, les cobayes et les moutons, comme dans les premières deux motivations, et que les poules et les cobayes pour la dernière motivation. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé avec cette activité-là? Ben, par rapport à la consommation, on a trouvé que les produits se répartissaient moitié-moitié entre ceux qui sont consommés beaucoup et ceux qui sont consommés peu ou pas. Et cela montre que la diversité agricole est très importante pour la consommation, mais que ce n'est que la moitié de l'histoire. Donc, pour l'autre moitié de l'histoire, on a les résultats sur les motivations au-delà de la autoconsommation. Et on a fait une calculation d'importance relative de chaque motivation. Et pour les plantes, on a trouvé que la catégorie de motivation la plus importante est celle de la commercialisation, et ce qui n'est pas vraiment une surprise. Mais après cela, la catégorie la plus importante était la catégorie sociale et affective. Cette catégorie comprend l'échange et le partage des aliments, ainsi que le plaisir et l'esthétique, et finalement l'identité et connexion culturelle traditionnelle. Et la motivation socio-affective était même plus importante que la motivation agronomique, cette dernière qui comprend des aliments tels que le soutien à la fertilité des sols et la lutte contre les parasites. Et pour les animaux, on voit ici, la motivation socio-affective était encore plus importante. Et dans ce cas, la principale sous-catégorie est le plaisir et la compagnie, suivi par l'échange et le partage, et après ça, l'identité et connexion culturelle traditionnelle. Et pour nous, ces résultats sont très, très, très importants parce que normalement, les interventions agricoles essaient de promouvoir la diversité en utilisant soit une logique agronomique ou soit une logique commerciale. Mais du point de vue des agriculteurs, ceci ne sont pas les seules raisons. Et la logique socio-affective est aussi très importante pour eux. Donc, grâce à une approche de recherche participative, nous avons un peu mieux comprendre les perspectives et la logique des agriculteurs eux-mêmes. Il me reste une diapo, je vois qu'il y a une question après, là.
Et donc, ça, c'est important. Pourquoi? Ben, parce que comprendre ses motivations nous permet de trouver des stratégies appropriées pour renforcer la diversité agricole, de faire un pas vers la transition agroécologique et de déclencher ces retombées positives sur la santé des humains, des animaux et de l'écosystème. Donc, je vous remercie beaucoup. Et si jamais vous voulez voir quelque chose comme plus académique, comme lire des articles, vous pouvez juste... Ah, c'est en espagnol. Vous pouvez juste chercher mon nom sur Google Scholar, vous allez trouver quelque chose d'académique là. Merci beaucoup. Si les enfants valoriser l'activité, je trouve ça vraiment une bonne idée. Et qu'on ait la possibilité d'échanger et de continuer les échanges qu'on a un peu juste amorcés, qui sont poursuivis là entre nous en particulier. Oui, si j'ai essayé d'intervenir, c'est parce que c'est vraiment une question pour la sur les tableaux qui étaient présentés, parce que tu nous parles Anna, des motivations. Et je ne vois pas la question alimentaire. Est-ce que du coup, la question alimentation, elle est dans la dimension socio-affective? Ah, donc on a demandé pour les motivations autres que la consommation, vu que quand on a fait ce type de travail avant, il y a un peu la tendance de dire que tout est important pour la consommation. Fait qu'on savait déjà que la consommation est une motivation très importante. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je C'est pour ça, c'est pas là, c'est tout autre que la consommation. Ouais. Des éléments comme plus faciles à comprendre de l'agroécologie, c'est la différence avec l'agriculture industrielle, c'est que les finalités de l'agriculture en agroécologie, c'est l'alimentation, c'est pas le but lucratif. C'est comme seulement le but lucratif. On dirait, c'est pas seulement le but lucratif. Donc. Je ne sais pas dans quelle mesure, parce que là, dans des pays en Équateur, la dimension alimentaire est d'auto-consommation. Oh. Il y a la dimension d'alimentation. Ouais. Mais là, le commerce, c'est aussi un modèle. Oui. C'est comme. Peut-être toutes les cultures paysannes, c'était comme partie de la reproduction sociale de la culture paysanne, c'était comme satisfaire bon, c'est la multifonctionnalité de l'affaire, que c'est s'auto-nourrir, mais aussi avoir des ventes, de commercialisation des aliments pour pouvoir soutenir la permanence finalement de ces modes de vie-là. Et Et est-ce que ça, c'est sur la dimension alimentaire, on est sur des cas entre le Québec et puis l'Équateur qui sont très différents. Et justement, je pense que c'est significatif. La dimension autoconsommation, elle doit être radicalement différente dans les deux cas. C'est-à-dire que dans un cas, je pense que les agroécologistes avec lesquels tu travailles, l'idée, c'est quand même de les vendre. Oui. Alors quelle est la proportion d'autoconsommation de vente dans à peu près Ben, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles les gens ont pas forcément besoin de beaucoup d'argent. Donc, il y en a des personnes qui vraiment ils vont vivre beaucoup plus de leur ferme et juste comme avoir un peu de vent pour avoir comme un peu d'argent pour prendre le bus, des choses comme ça, là. Mais oui, de niveau comme le pourcentage de la récolte qu'on vend et le pourcentage qu'on mange, on ne sait pas exactement ça. Mais justement, est-ce que tu connais, par exemple, la quantité de producteurs en Équateur par rapport à ici où il y a presque pas, là? Oh non, je ne sais pas. Mais c'est sûr que ça doit être financé, j'imagine, comme au Pérou. Et c'est un peu des questions que j'aime en vous écoutant. À quel moment est-ce qu'on se déclare agroécologiste? C'est des questions. Je travaille sur le Pérou, donc évidemment, la situation équatorienne mais parmi les agriculteurs, qui se définit comme agroécologiste? Ça correspond à quel type de dynamique?
Et ça renvoie à des questions par rapport à vos travaux aussi. C'est-à-dire que est-ce que ce que vous disiez agroécologie dans les différents cas, ça correspond à un engagement et à un engagement euh, en fait, une volonté affirmée de produire des aliments pour différents types de raisons qui seraient dans l'écologie. Je me demande où elle est la revendication de l'étiquette. Qui est-ce qui donne les étiquettes? Et la revendication de l'étiquette, est-ce qu'elle signifie d'un projet politique et d'un projet social derrière? Comment on va l'utiliser en fait? Oui, en fait, c'est une question ouverte, qu'il y a beaucoup de différentes opinions à ce sujet-là, même dans l'académie, parmi les producteurs, il y a toujours des conflits même dedans, parce que à l'Europe, par exemple, il y a une conception si élargie que l'agriculture biologique, c'est l'agroécologie aussi. Que le sujet de l'agroécologie, c'est les producteurs biologiques. Mais du point de vue on dirait de cette tradition de l'agroécologie qui vient de l'Amérique latine-amérique, de l'Amérique latine, qui est entrée en Europe aussi surtout à travers l'Espagne, à travers l'Andalousie. Et la conception est complètement différente. C'est pas l'agroécologie s'il n'y a pas un projet transformateur dedans. C'est pas parce que parfois l'agriculture biologique, il y a des monocultures, des bio qui sont pour fournir les supermarchés et les grandes chaînes de distribution. C'est pas l'agroécologie ça. Mais c'est difficile à identifier comme la frontière entre une chose et l'autre. Il y a toujours une discussion de qui c'est le sujet de l'agroécologie, qui sont les sujets. Pour les initiatives citoyennes, c'est aussi difficile de mettre on dit c'est d'identifier ces collectifs, ces initiatives qu'on peut qualifier d'agroécologie, parce que ça répond à à plein de facteurs, ça dépendra beaucoup des critères qu'on utilise pour les identifier. Parce que, par exemple, quand j'arrive ici, j'ai dû comme changer mes critères, parce qu'en Galice, un des critères, c'est avoir une identité agroécologique claire, comme s'auto-concevoir comme un collectif lié à l'agroécologie. Quand j'arrive ici au Québec, j'ai vu que ça ne marche pas. Parce que ici, c'est toujours, on trouvera comme, par exemple, la CAPES, c'est la production écologique de proximité. Au Comte Sombrac à Saint-Adrien, c'est une épicerie participative régénératrice avec on dirait tous les cadres propositifs de l'agriculture, bon, pas seulement de l'agriculture régénératrice, c'est plus large que dans le domaine agricole, mais toute cette idée de régénération des liens, non, avec le vivant et entre nous aussi. Mais surtout des éléments que finalement, ou même permaculturel, non? La permaculture ici, c'est plus, on dirait plus populaire que l'agroécologie, que l'agroécologie commence à s'en parler d'elle tranquillement maintenant, mais peut-être arriver ici plus tardivement. Et donc, il faut comme prendre des autres critères. Donc, d'un côté, les critères en attendant à cette multidimensionnalité, non? Parce que c'est pas seulement une question de façon de produire, mais la question de la diversité, c'est clair. La question de la coévolution que Sylvie a décrit dans ce type de démarche on dirait d'évolution entre les personnes qui pratiquent l'agriculture et l'agroécosystème, l'agrobiodiversité avec lesquelles il y a le travail. C'est une autre question clé, la multifonctionnalité. Non? Donc, après, il y a toutes les questions socio-économiques, comment sont les rapports entre les producteurs, productrices et les consommateurs, consommatrices, ou même à travers les trocs, il y a plein d'indicateurs ça dépend de la recherche qu'on lit, ils sont différents. Ils sont différents selon le type de sujets d'acteurs, d'actrices qu'on prend comme en considération par rapport à l'agroécologie. Donc, c'est pas encore clair. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de courants dedans. En fait, c'est une très bonne question parce qu'il faut encore réfléchir autour de ça parce que c'est pas clair. Je pense que peut-être en Amérique latine, c'est plus clair qu'en Europe et ici en Amérique du Nord parce que la tradition, c'est plus long, mais peut-être pas. Hein. Peut-être ils ont aussi cette question aussi. Peut-être Anna peut dire plus. Oui, dans notre cas, comme pour différencier entre les agroécologiques et les voisines qui n'étaient pas agroécologiques, entre guillemets, et on a vraiment fait
j'aime beaucoup apprécier comme le truc que tu as montré avec les différents niveaux. Et si vous vous souvenez, comme le quatrième, c'était quoi? Social, économique, là? Le cinquième, c'était politique. Genre, je dirais que l'agroécologie en Équateur s'inscrit dans le quatrième et cinquième niveau parce que les agriculteurs qui sont comme liés à des associations qui travaillent l'agroécologie, là, ils peuvent se différencier de leurs voisins dans le sens que, genre, Madame agricultrice agroécologique et Madame agricultrice voisine, elles peuvent avoir pas mal des mêmes pratiques agricoles qui sont des pratiques traditionnelles de là-bas, mais la voisine n'est pas inscrite dans comme elle fait pas partie d'un processus comme social autour de l'agroécologie. Donc, elle n'a pas comme forcément comme l'engagement et comme le fait de faire partie d'une collectivité qui parle de l'agroécologie. Et donc, pourquoi est-ce que ça, c'est important? Euh, les personnes qui sont organisées autour de l'agroécologie, elles ont souvent plus d'accès aux des différentes semences pour avoir plus de diversité. Ils ont accès à des différentes connaissances liées à l'agroécologie, comme par exemple d'élaborer le biol ou les bokashi, que c'est c'est comme de fumier fermenté qu'on va appliquer dans la ferme. Ils ont plus d'échanges avec des différentes connaissances disciplinaires. Par exemple, il parle de la nutrition et il parle de la autoconsommation comme une valeur. Et donc, nous, on voit que c'est comme toutes ces dimensions sociales, sociopolitiques, etc., qui va vraiment comme faire qu'on va avoir une différence entre la productrice agroécologique et la voisine. Est-ce que ça explique un peu, là? Ben, je trouve ça passionnant. Alors, je vais juste une dernière question. Et tout ça correspond à quoi? C'est que ça veut dire qu'il y a, ça, il y a une infrastructure, il y a des gens qui arrivent. Ouais, il y a plusieurs organisations et de paysans qui s'organisent autour de l'agroécologie, souvent pour faire un marché agroécologique. Fait que les participants, souvent, ils vont participer aussi dans les marchés agroécologiques pour vendre là-bas. Et, il faut dire que les personnes qui participent dans ces organisations, c'est genre au niveau de l'organisation, souvent, ça va parler de l'agroécologie. Ils font partie de le Colectivo Nacional Agroecológico, que c'est comme un collectif de niveau national. Mais les personnes, comme tous les fermiers qui participent à l'organisation, ils vont pas forcément parler avec le mot agroécologie. Et souvent, ils parlent pas espagnol du tout. Ils parlent quichua. Et donc, il va parler de l'agriculture naturelle et où vont avoir comme des différents mots, là. Mais ils sont inscrits comme, ils font partie d'une organisation qui est vraiment comme organisée autour de l'agroécologie. Est-ce qu'il y a une question? C'est plus par rapport au Québec, mais tantôt, quand vous parliez du cinquième niveau, par rapport à l'agroécologie, c'est le niveau de la formation politique privée. Je me demandais si au Québec, depuis qu'on commençait à reconnaître la notion d'agroécologie, s'il y avait une certaine nuance à ce niveau-là, ou s'il y avait un développement de politique publique qui favorise l'agroécologie. Comme ça, donc, vous avez des études très. En fait, c'est une question qu'on a discuté autour de ça à travers l'écriture de nos chapitres, surtout avec notre collègue Gabriel Rebello, plus longtemps qu'il est dedans, il est maraîcher, il est avec une approche agroécologique, il fait longtemps que dedans, il connaît plus mieux que nous les milieux. Je viens d'arriver au Québec, comme on dirait, et bon, et Sylvie aussi travaillait dans d'autres domaines, et c'est lui peut-être c'est qu'il avait plus d'expérience. Et selon lui, il avait comme une évolution très importante, on dit, dans les dernières 5 années, peut-être, dans les dernières, oui, et pour explorer on dit de façon à niveau grassroots, non? Comme à niveau de collectifs plus citoyens, plus paysans, plus à niveau local. Il y avait un essai d'explorer des autres façons de s'organiser, des autres façons même à niveau de ferme. Par exemple,
la ferme Les Bontés de la Vallée, que l'année dernière a proposé de changer les modèles de relations entre les producteurs et les consommateurs pour être plus comme en collaboration dans les projets, non? Et que les projets soient pas seulement des fermiers, aussi des personnes qui mangent de ces aliments qui sont produits là. Et il y a aussi des projets comme les épiceries participatives, comme celui de Saint-Adrien, où tous les consommateurs, les consommatrices font partie, qui sont pas des clients, sont aussi comme, ils font partie de la gestion collaborative, participative de ces épiceries-là. Donc, commence à voir ce type de propositions qui sont dans les socio-économiques, mais qui proposent aussi comme de façon politique, on dirait, de se relationner, de nouveaux modèles qui peuvent inspirer des systèmes agroalimentaires alternatifs, mais il y avait plus longtemps, tout à fait, d'autres que, selon, qui ont une expérience qui vient d'arriver, ça n'arrivait pas de zéro. Il y a toute l'expérience de l'agriculture soutenue par la communauté, que c'était comme développé pour Équiterre et après pour l'AKP, non? Ici au Québec, il y a un réseau qui, comme moi, que je viens d'un autre pays, c'est comme, waouh, c'est incroyable ça, on a rien comme ça là-bas en Espagne, en Galice. Mais bon, il y avait une autre partie de toutes ces volets politiques, que c'était plus au niveau d'organisations paysannes. Il y avait l'Union paysanne, que c'était là comme la représentation les membres de la vie campesine ici au Québec depuis longtemps. Et je ne connais autant ces parties-là parce que je me sentais plus dans les initiatives plus grassroots, non? Comme plus locaux. Mais il y avait toujours une dénonciation politique, on dirait toute une mobilisation pour briser avec les monopoles du syndicalisme agraire, non? Ici au Québec, il y avait toute une question, un ensemble de questions politiques pour la souveraineté alimentaire, pour la réforme agraire, tout ça, que c'est très en ligne avec la vie campesine, mais adaptée ici au Québec. À niveau de politique publique, je ne connais bien, je connais le contexte espagnol plutôt, qu'il y avait depuis le pacte de Milan, que c'est comme on dirait comme un rassemblement d'organisations et de municipalités, surtout, pour développer des systèmes agroalimentaires soutenables. Il est sorti un réseau de municipalités pour l'agroécologie au niveau européen et au niveau espagnol, qui sont des municipalités qui font activement des politiques publiques agroécologiques. Là-bas existe. Ici au Québec, je ne pourrais dire rien à cet égard parce que je ne sais s'il y avait une municipalité qui développe au niveau provincial, je ne pense pas. Je pense que la ligne politique, ça va dans une autre. Est-ce que je peux poser une question Oui, aux autres? Ben, j'étais juste comme tellement intéressée pour comme savoir c'est quoi comme votre connexion avec l'agroécologie. Et ben, je m'excuse, je vous demande beaucoup à vous parce que les autres, on se connaît déjà, quelques-uns, mais pas tout le monde. On n'a pas terminé tes questions. Oui, exact. Et en création littérature, je voulais savoir comme c'est quoi la connexion que vous avez avec Je suis l'agroécologie. sur Zoom, si les gens qui sont sur Zoom, vous participez. Quoi? J'aurais tendance à d'abord. Elle a une question. Des questions à vous. Oui, vous pouvez aussi des commentaires, des opinions, de ce que vous voudrez. Bon, on peut se la garder pour après. OK. Parce que t'as une question, Isabelle? Avez-vous une question? Un commentaire. OK. C'est ça qu'on veut aussi des commentaires. Premièrement, j'ai vu trois présentations très riches et bien intéressantes. Donc, c'est pas fini. C'est une réflexion qui me vient justement à la lecture du livre L'Esprit de Mourinho, dans lequel il parle qu'on est dans une espèce de temps métamorphique, parce qu'en fait, les savoirs qu'on peut avoir, je vous transpose sur l'agriculture, oui, c'est en partie exactement, les savoirs qu'on peut avoir de l'agriculture et la même chose chez les développeurs, il faut qu'on se remette à jour parce que maintenant,
Les saisons ne fonctionnent plus comme avant, il y a des gros changements au niveau des saisons, les animaux ont plus les mêmes genres d'habitude à cause de ces changements-là. Et donc, il y a toutes sortes de bouleversements. En fait, c'est une question que tu disais, est-ce qu'on devrait approprier des implémentations des savoirs en société? Est-ce qu'on a aussi là, on est obligé, en fait, de s'approprier des savoirs actuels. Oui. Ouais, il en parle, je suis obligée de. Ce qui me vient, c'est sa réponse à lui. Là. Il parle de Baptiste Monod, il faisait. C'est très intéressant ce qu'il répondait, la manufacture d'idées, c'est qu'il faisait une distinction entre restaurer. La restauration, c'est comme si nous, comme sujet actif, on joue sur un objet passif, donc on restaure, ou on serait. Lui, il parle plus de dimensions plus actives des deux côtés, c'est-à-dire que nous, on doit se réactiver pour réanimer les questions qu'on a besoin devant les mécaniques du vivant. Et on sait que c'est pas un objet inerte, la nature, que c'est vivant, donc on doit se nourrir de cette relation-là, en fait. Euh, et réactiver ces savoirs-là en fonction. Puis c'est ça, on peut pas revenir en arrière parce que, tu sais, dans le fond, ce qui me vient aussi ce qui est très important dans le fin fond de la question de l'agroécologie, c'est que nous sommes devant une planète en crise. L'agriculture qu'on fait est une agriculture qui détruit et qui pollue. Donc, autant on met tout en péril, on met la vie en péril, la nôtre, celle des humains, celle des animaux, celle de la biodiversité, celle des plantes, celle des arbres, celle de la forêt. Donc, il, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre rapport à l'agriculture et au vivant qu'il faut absolument faut le prendre de tous les côtés, je pense. Il ne faut pas juste restaurer, il faut réapprendre, il faut apprendre, il faut découvrir, il faut redécouvrir, il faut puiser en arrière, puiser en avant, mais il faut vraiment agir en fonction de ces diverses structures-là. Puis, tu sais, quand tu parles de la restauration des rivières, c'est qu'on peut pas revenir en arrière parce qu'elle est déjà plus dans la même position. On ne peut pas revenir à une position A quand. De toute façon, tout est en processus. Mais est-ce que les agriculteurs sont dans ce niveau-là il faut s'adapter parce que les choses changent? Moi, absolument, c'est ce que j'entends. C'est qu'en fait, cette agriculture-là, ça c'est vraiment le terrain ethnographique qui me permet de dire ça, c'est cette agriculture-là, même si elle n'est pas nommée agroécologie, parce que ça, c'est un terme un peu moi, il m'est venu, ce terme-là. Je ne l'ai même pas lu, il m'est venu. À un moment donné, donc, il fait une agriculture avec de l'écologie, ben, ça fait agroécologie. Et après ça, je suis rentrée dans le domaine. Parce que c'est par observation. Et euh, l'agriculteur aujourd'hui, dans cette dynamique-là écologique, sait qu'il doit changer ses pratiques. Donc, oui, il est dans une mouvance de ça marche pas la façon dont on produit les légumes, ça marche pas la façon dont on fait l'agriculture. Tout s'en va dans le cours d'eau, tout s'en va dans la nappe phréatique, il y a plein de problèmes dans l'agriculture. Donc, on doit réajuster cette pratique-là. Réponds-tu? En fait, c'était plus par rapport pas les agriculteurs par rapport aux agriculteurs, mais dans leur propre pratique. Ouais. Si eux-mêmes sont prises avec les mouvements, c'est ça qu'ils sont prises avec les mouvements. Complètement, c'est ça, c'est complètement. J'ai déjà entendu aussi dire, c'est pas parce que je fais de l'agroécologie que je bouleverse pas. Je bouleverse, mais parce que je bouleverse, parce qu'on fait de la culture. C'est pas un bouleversement à zéro. C'est juste le bouleversement qui vient de passer est néfaste. Et celui que moi, je veux créer, je veux qu'il soit en relation avec la nature, qu'il soit dans un écosystème qui va être maintenu en santé. Au détriment de ne pas faire pousser certains légumes ou certains trucs parce qu'il y a comme un déséquilibre trop grand à un certain moment. Il y a toutes ces questions-là dans le champ actuellement. Ils sont très occupés à ça. Juste dire une petite notion, je pense que c'est important. La notion avec Bonté de la Vallée, c'est un exemple. Il y a beaucoup d'agriculteurs dans l'écologie
qui, qui, qui manquent, tu sais, l'épuisement des sols, mais sont dans l'épuisement eux aussi, l'épuisement humain, parce que c'est pas dans notre mire présentement comme citoyens. C'est le geste le plus politique pour moi qu'on peut pas faire actuellement sans que ce soit dans les lois encore, c'est d'être avec eux, de les accompagner, parce qu'ils nous nourrissent, puis ils sont en train de protéger. Ils sont en train de faire une écologie qui est importante. Donc, tout acte écologique pas juste les agroécologies, mais est à soutenir là-dessus. On est dans le multi-extractivisme. On fait de l'extractivisme dans le sol, puis aussi chez les personnes actuellement avec ce modèle-là. Tout à fait. Exactement, exactement, exactement. Il y a une autre intervention, parce qu'on approche 16 heures, il y a sûrement des gens qui vont devoir partir. On pourra poursuivre par la suite, si vous voulez, de manière informelle. C'est des personnes en ligne. T'es gentil. J'ai demandé aux gens en ligne, je pense qu'ils m'entendent encore. Là, ça pourrait être un dernier moment là, pour ceux en ligne s'ils veulent poser des questions, mais jusqu'ici, je n'avais pas de main levée. Pendant ça, je voudrais juste ajouter un petit bon, élément à la question d'Isabelle. L'agroécologie, elle naît en s'inspirant dans les cultures paysannes. Ce n'est pas un modèle qui vient des universités. C'est les universités qui vont, les chercheurs qui vont faire les premiers travaux d'Altieri, de Glisman et d'autres chercheurs en agroécologie. Ils sont allés au Mexique pour connaître la milpa, pour connaître la chinampas. Non, ces cultures avec des zones marécagères, avec des poissons, avec, oui, aussi aux Andes avec les cultures en terrasse, différentes. En fait, l'agroécologie propose ce principe en s'inspirant avec les cultures traditionnelles. Mais les mots traditionnels, parfois, on nous situe dans une situation on dit de paralyse dans le temps, mais c'est très dynamique. Les cultures traditionnelles continuent à coévolutionner avec ces écosystèmes. Et c'est très intéressant, cette idée des éco-savoirs, finalement, sont des cultures traditionnelles qui suivent avec sa propre logique à créer des savoirs qui s'adaptent à de nouvelles conditions de contexte. Non? Et par exemple, les travaux de Clara Nichols, etc., pour les agriculteurs, les agricultrices, les agroécologiques en Colombie sont incroyables en termes d'adaptation au changement climatique. En même temps que les exploitations agro-industrielles en réduisant son production, les maraîchers agroécologiques ont réussi à soutenir ce mode de vie parce que la logique qu'ils ont d'adaptation, de coévolution avec les territoires et de produire avec sans besoin de mettre beaucoup en grande quantité d'eau, d'engrais, de chimiques, c'est plus résilient que les... Donc, quand on parle de culture traditionnelle, il ne faut pas les comprendre comme une question statique, sinon dynamique complètement, qu'elle est très actuelle. Les cultures, les agricultures traditionnelles ont suivi après des années 50, quand l'agriculture industrielle a démarré. Elles ont été en parallèle, mais parfois comme souffrant les effets de l'agriculture industrielle, non? Tout à fait, mais elles ont suivi. Merci, Liliane. Prends la parole. Désolé. Oui, mais c'est ça, par rapport à la transition, parce que ça, on est passé d'une agriculture paysanne à une agriculture industrielle, on va revenir en agriculture paysanne. Mettons, est-ce qu'il y a beaucoup d'encadrement pour ces... c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a un certain encadrement? Parce que, mettons, quand tu es un co-producteur, que tu es dans une agriculture de brocoli, puis que tu as eu la ferme qui appartenait à ton père, mais c'est difficile de dire comme, OK, là, genre, j'arrache tout mon brocoli, je replante genre 39 espèces différentes, puis ça veut dire qu'il faut que j'apprenne à faire pousser 38 autres choses. Est-ce qu'il y a comme tout un encadrement pour revenir à ces savoirs pour ces je dirais que dans le contexte, par exemple, en Équateur, il y a le ministère de l'Agriculture et comme peut-être 95% de la ministère de l'Agriculture est vraiment toujours orienté vers l'agro-industrie, comme de faire des paysans aller vers l'agro-industrie. Et il y a comme quelques personnes comme alternatives dans le ministère, comme 5% ou même pas, qui travaillent pour appuyer à l'agroécologie, mais j'ai jamais vu comme avec mes propres yeux comme vraiment une expérience d'encadrer l'industrie
vers l'agroécologie. Ça doit exister, mais moi, je l'ai pas vu. Les propositions, mais comme Sylvie a dit avant, et bon, il y en a sur la table avec sa recherche, toujours les réponses sont émergentes, c'est contextuel, c'est endogène. Non? Il faut les adapter à chaque terrain, chaque culture alimentaire, chaque tradition agricole. Il faut trouver des solutions endogènes aussi. Il y a des orientations, il y a des très bonnes ressources à cet égard dans les présent bon, dans les livres classiques de Glisman, mais il y a des propositions, il y a des beaux travaux de recherche faits partout à cet égard-là. Il y a une question de régénération des écosystèmes, c'est une question très complexe, de régénération du sol vivant, non? Parce que quand on fait l'agro-industrie, parfois on tue toute la vie dans le sol. Et c'est une question qu'il faut travailler pendant des années. Ce n'est pas une chose qui s'arrive d'un jour pour l'autre. On ne peut faire la polyculture agroécologique sans intrants d'un jour à l'autre. C'est un processus de transition. Il y a on a la chance qu'il y a des personnes qui travaillent en agronomie qui s'installent dans cette approche-là et que parfois ils font des accompagnements. Il y a aussi des approches, on dirait, prochaines, comme l'agriculture régénératrice et la permaculture, qui aident aussi qui ont, on dirait, les mêmes finalités à cet égard-là, non? Même si on parle de différents cadres de référence d'origine, mais qu'on conflue dans cette même finalité. Mais il n'y a pas aucune réponse comme universelle, il y a des orientations et après il y a des gens qui travaillent en accompagnant aux agriculteurs et aux agricultrices à faire ce type de transition. Ce sont encore des projets, on dirait, comme ponctuels, parfois liés à un projet financier dans une université, parfois pour une organisation paysanne, parfois. Malheureusement, il n'y a pas encore politique publique à grande échelle on espère que ça arriverait à quelques jours. Il y a des expériences. En Espagne, il y a différentes expériences comme des parcs agronomes pour pouvoir pratiquer ça dans un terrain public. Il y a différentes initiatives pour accompagner les agriculteurs à faire cette transition, mais c'est encore ponctuel. C'est toujours à niveau municipal, peut-être régional, Au Québec, Dans les grandes surfaces, il y en a qui font, il y a des éveils, tu sais, il y a comme des éveils à certains moments, mais il y a beaucoup de tensions, il y a parce que même dans les unions, des syndicats aussi, même, tu sais, celui qui commence à faire du bio, bon, pas du bio, ou arrêter les intrants, ou à faire des couvertures de sol dans son champ de maïs ou whatever, il y a comme, tu sais, c'est pas son affaire bizarre, il y a encore beaucoup de tensions, je dirais, mais j'ai lu qu'aux États-Unis, là, surtout dans certaines parties des États-Unis, ceux qui encadrent la transition, là, c'est qu'il n'y a plus aucune possibilité avec le champ. C'est la mort est tellement arrivée, c'est-à-dire que les sols s'envolent au coup de vent parce qu'il n'y a plus aucune matière vivante, tout ça va dans les rivières, il n'y a plus de vie, les gens sont endettés, mécanisation qui ne marche plus, l'endettement, ce qui fait que l'encadrement, c'est ça. C'est fini. Je peux plus faire l'agriculture que je faisais. Là, tout à coup, régénérescence des sols par des approches copiées, discutées, ils essayent des choses, puis là, ça recommence à vivre, moins de dettes, plus de vie, plus de culture, plus de... Tout à coup, oups, là, ça fait un flip, là, qu'on appelle. Puis je trouve que souvent, moi, j'ai appris à côtoyer le sujet et j'ai vraiment pas fini de le faire, c'est que je parle de moins en moins de changement de paradigme, mais plus de transition. L'agroécologie apprend à, à ce que ce flip-là se fasse des fois d'une façon radicale, d'accord, mais qu'il se fasse tranquillement, qu'il se fasse d'une manière comme adaptée à la situation pour faciliter, si tu veux, le processus. Des fois, il y a des crises, il y a des moments de crise, là, comme je pense que François et Mélina sont dans le cadre de Glisman. Ils sont exactement sur la ligne noire là, qui existe entre l'agroécologie faible et passer à l'agroécologie forte, c'est-à-dire où la communauté va prendre aussi en main, où l'économie et la politique va commencer à s'installer dans le champ aussi. Alors, il y a des transitions qui sont un peu difficiles, mais c'est comme le,
le guide, c'est le climat, là. Actuellement, c'est la perte de la biodiversité. C'est comme ça, on n'a pas le choix d'aller vers ces pratiques-là qui sont plus respectueuses. Peut-être une expérience du Québec intéressante à cet égard que ça m'est venu à la tête, c'est tout ce modèle de fiducie, ça s'appelle comme ça, fiducie agroécologique, fiducie. Ouais. Je ne connais comme très bien, mais je sais qu'ils sont en train de réserver des territoires pour pouvoir les consacrer à une gestion plus agroécologique de ces territoires, de cette portion de territoire-là. Et il y a, ce que je me rappelle de l'organisme qui est La protecteur, c'en est. Protecteur, exactement. Ouais. Peut-être il travaille, je pense, plus dans ces lignes-là. Ouais. C'est intéressant de les chercher pour. D'ailleurs, c'est ce que François et Mélina, bon, ils sont en train d'essayer de fomenter, de faire tous une. Que ça n'appartienne pas à lui, la terre, mais que ça appartienne à d'autres personnes qui vont être impliquées aussi à lui. Merci beaucoup. On va être obligé d'arrêter Oui, en 16h10. Merci beaucoup pour votre participation, Kylian, Anna, Sylvie. C'était vraiment super intéressant. Merci aussi aux personnes qui se sont déplacées. Puis merci aux gens. Je regarde mon écran, personne ne me voit. Mais merci aux gens qui sont à distance aussi, qui ont suivi cette rencontre-là. On apprécie beaucoup votre participation. On espère vous revoir dans les prochains événements. Suivez l'actualité sur le site du Centraire. Vous allez être au courant des prochaines activités. Puis, je vous dis bonne fin de journée à tout le monde. Merci encore. Au revoir. Merci.